Voilà, donc pendant que l'installation se fait, j'en profite pour présenter les prochains intervenants. Donc Laure Casalini, arrivé depuis peu dans la région, en provenance d'Arles, hein. Ah non, non, Pardon, de Paris. de Paris, pardon, excusez-moi, de Paris. Donc un parcours double puisque vous avez suivi des études de philosophie. Vous avez une carrière dans le secteur privé qui vous a amené notamment à New York puisque vous avez été au département de marketing stratégique d'un des leaders de la VOIP, c'est ça? Voilà, Net2Phone. Et en 2001, vous avez été appelé par Ubisoft dans l'une des filiales, Guillemot Corp, pour travailler sur le secteur du jeu vidéo, de l'entertainment, avec une perspective de recherche assez affirmée. Et donc, après cette carrière chez Ubisoft, vous êtes orienté sur le secteur pédagogique, je dirais, en rejoignant l'équipe pédagogique d'Isard Digital à Paris et en devenant en mai 2010 directrice de Supinfo Game à Valenciennes. Voilà. Merci, merci beaucoup de me recevoir. Donc, oui, nouvellement directrice de Supinfo Game, école créée en 2001 sous la direction de la Chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, nouvellement appelée Chambre de commerce et d'industrie Nord-de-France. Il se trouve que Supinfo Game comprend aujourd'hui 141 étudiants exactement, et qui propose une formation sur 4 ans qui sera orientée sur 5 ans à partir de l'année prochaine pour correspondre au modèle européen d'enseignement. L'objectif de Supinfo Game est de former nos étudiants à la conception de jeux vidéo, et il se trouve que le jeu vidéo aujourd'hui est en train d'englober des disciplines qui dépassent largement simplement le divertissement, et c'est la raison pour laquelle les enjeux de Supinfo Game en termes de pédagogie existent, sont définis et sont évolutifs. D'où l'intérêt, j'y reviendrai, de parler d'une pédagogie dans les métiers du jeu vidéo, qui est une pédagogie qui est obligée d'intégrer en fait l'évolution des nouvelles technologies, et notamment récemment le mobile, puisque le mobile fait partie des nouvelles technologies, et en fait pour enseigner sur le développement de jeux mobiles, il faut comprendre en fait quelles sont les règles, les systèmes de jeu et les mécaniques de gameplay qui ne répondent pas du tout, ou pas exactement, ou pas de la même façon en tout cas, aux règles de jeu et aux systèmes de jeu tels qu'on les a expérimentés dans son salon, sur sa console ou devant son PC. Supinfo Game donc, et je reviens là-dessus parce que c'est important, a été créé en 2001 à la suite de la création de Supinfocom, qui elle est une école de renommée internationale et qui existe depuis 22 ans, et en fait c'est à la suite d'une demande de professionnels. Donc la relation avec les professionnels a été d'emblée constitutive et a permis en fait la construction véritablement de l'école, et le fait que nos étudiants ont des relations privilégiées avec les professionnels qui interviennent au sein de l'école et qui suivent en fait la formation par le biais de masterclass, de semaines intensives, et ça tout au long de la formation. Ce qui fait que les étudiants sont de fait non seulement formés à réaliser des jeux vidéo, puisque la pédagogie est une pédagogie orientée sur la réalisation de projets, mais en plus accompagnés par des intervenants et par des entreprises tout au long de la formation, ce qui permet à nos étudiants de sortir de l'école après leurs 4 ans de formation et de travailler dans des sociétés de jeux vidéo immédiatement. Aujourd'hui, 98% des étudiants qui sortent de Supinfo Game travaillent dans l'industrie du jeu, ont réalisé des jeux connus. Les Lapins Crétins, en fait, le lead game designer des Lapins Crétins est quelqu'un qui a suivi la formation de Supinfo Game, la première promotion. Œuvre de référence. Comme ça, effectivement, quelques références. Je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais voilà, celle-ci, elle parle à tout le monde aujourd'hui, parce que les Lapins Crétins sont arrivés sur nos canettes de Coca-Cola, donc voilà. Ce qui est intéressant, donc trois métiers, on spécialise notre formation sur 3 métiers, précisément dans 2 filières, qui sont la filière gestion de projet, management et game design, level design, la filière gestion de projet, management et game art, donc qui comprend toute la partie visuelle.
L'objectif est de faire en sorte que nos étudiants puissent, à la sortie de l'école, soit être de véritables concepteurs, en fait, de jeux vidéo, soit être des chefs de projet, soit être des graphistes 2D, 3D, graphistes d'interface. L'enjeu de la pédagogie d'une école telle que Supinfogame, c'est précisément d'intégrer ces évolutions qui sont constantes. C'est l'un des critères très particuliers et très intéressants, en fait, et c'est pour ça que la dimension recherche est une dimension constitutive de ce qui est l'essence du jeu vidéo aujourd'hui. C'est qu'en fait, le jeu vidéo n'a progressé parce que les technologies ont progressé et parce qu'on a poussé, en fait, la technologie. Nous, en tant qu'école, on a la chance de pouvoir être, entre guillemets, détachés des contraintes commerciales qui font que les studios sont dans des logiques de production de jeux qui correspondent à un marché qui donc se vendent. Et ça permet à nos étudiants, en fait, de leur donner une liberté de créativité et d'innovation. Ça, c'est quelque chose dont on teste particulièrement cette année, mais qui, de toute façon, est à l'initiative et qui a toujours nourri, en gros, les créations de prototypes des étudiants de Supinfogame. Donc, on ne les pousse pas simplement à maîtriser des genres, exercice qu'ils font tout au long de leur scolarité, mais en fait, le prototype de dernière année, qui est un prototype évalué par 20 à 25 professionnels, est un prototype dont les critères initiaux de la part de l'équipe pédagogique sont de dire il faut innover en termes d'interactivité, en termes de support, il faut trouver des moyens de surprendre en fait le jury parce que ce domaine est un domaine qui est un domaine qui de toute façon doit et ne fait que progresser du fait de cette innovation. Et nous en reparlerons tout à l'heure avec Jean-Louis Delmotte, qui est lui-même chef d'entreprise aujourd'hui avec un projet développé au sein de l'école. Donc, notre objectif aujourd'hui, notre objectif est en gros la valeur et la fraîcheur de la pédagogie de Supinfogame, c'est qu'en fait, on a des projets qui évoluent d'année en année avec des entreprises et des partenaires qui eux-mêmes évoluent et qu'on intègre directement dans notre pédagogie. Je prends deux exemples qui ont eu lieu cette année. On a signé un partenariat avec la BNP, en fait, qui s'intéresse à la réalisation de Serious Game, et nos étudiants travaillent sur des prototypes de jeux dont l'objectif est d'aider les employés de la BNP à mieux communiquer avec leurs clients. Voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant pour la BNP, c'est de pouvoir, en fait, réfléchir à des nouvelles manières de communiquer, enfin, et en tout cas d'adresser leurs employés. Ce qui est intéressant pour nos étudiants là, c'est tout d'un coup, le jeu vidéo devient, lui, un support de communication et un support de formation qui va bien au-delà que simplement le divertissement. Donc, l'école en tant que telle devient un lieu qui est un lieu de formation aux règles et aux systèmes et aux outils techniques graphiques, mais c'est aussi un lieu de réflexion où on adresse les fondamentaux, où on est tenu et engagé d'enseigner à nos étudiants, de faire en sorte que nos étudiants disposent d'une culture générale réelle, soit disposent d'un esprit critique et soient à même de comprendre des disciplines qui n'ont strictement rien à voir avec leur intérêt initial. Voilà pour le lieu Supinfogame aujourd'hui qui finalement appelle à une maîtrise des sciences humaines et à une culture réelle qui va bien au-delà de simplement une formation en jeux vidéo ou en entertainment. On adresse là, en fait, à mon avis, et c'est ça, c'est ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, c'est que je suis, ayant fait un peu de philo, effectivement, dans ma jeunesse, je suis profondément persuadée que le game designer est en fait le penseur ou celui qui articulera tous les domaines de connaissances à l'avenir et qui adressera pas simplement le divertissement, mais toute autre discipline. Donc à partir de là, je vais laisser la parole. Voilà. L'une des volontés de la Chambre et l'une des volontés, en fait, pour finir sur Supinfogame, après je vais laisser la parole à Jean-Louis Delmotte, c'est d'accompagner nos étudiants vers la création d'entreprises, puisque en fait on a des prototypes qui sont innovants et qui peuvent faire l'objet véritablement
support, en tout cas de jeux commerciaux. Donc la volonté, l'une des volontés mises en pratique actuelle de la Chambre de commerce, c'est d'accompagner nos anciens étudiants à la création d'entreprises et de les aider à développer leurs produits, leurs projets. Juste avant de passer à la partie peut-être plus entrepreneuriale, moi je crois qu'il faudrait quand même évoquer le fait que ce temps de formation aussi, comme vous l'avez dit précédemment, est un temps de liberté et que justement le contact entre la création, enfin, des démarches artistiques et la formation se fait aussi tout au long du cursus. Pour preuve les imagiciens qui justement invitaient pour chaque édition des artistes de renom, de renommée internationale, à travailler sous la forme d'ateliers. Hein. D'ailleurs, ça se passe ici, au Phénix. On dirait presque les ateliers de la Renaissance, vous savez, où il y avait le peintre et puis après l'ensemble des corps de métier qui s'agitaient, parce que là c'est bien le cas, pendant une semaine se concentraient des étudiants avec un artiste invité pour réaliser un projet en commun. Donc il y a aussi cette perspective, cette zone de frottement là aussi avec l'artistique. Oui, oui, tout à fait. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, enfin, tout domaine de création, donc on parle d'art, effectivement. Les imagiciens en sont la preuve, hein, finalement, parce que on réunit lors des imagiciens des étudiants, une vingtaine d'étudiants sur la partie jeu, une vingtaine d'étudiants voire plus sur la partie animation, et en fait, ils travaillent pendant une semaine à la réalisation d'un projet commun, accompagné de références dans les domaines en question. Donc oui. J'ai parlé de ce partenariat, mais en fait, voilà, on a un projet cette année qui est en développement, donc qui inclut le théâtre. Donc les nouvelles technologies, le jeu vidéo pourra tout à fait, on pourra tout à fait s'amuser à être acteur demain avec des caméras qui permettront de saisir les mouvements, la voix. Et oui. Enfin, j'en reviens au principe qui est de dire, en fait, ces nouvelles technologies et l'interactivité vont de toute façon englober n'importe quel domaine de savoir et de connaissance, artistique, de formation ou autre. Voilà. Donc, avant de passer à la présentation de Jean-Louis Delmotte, donc je pense qu'on souligne aussi là une ligne de problématique certainement qui est celle de est-ce que c'est la demande qui forme l'offre ou l'offre qui forme la demande et comment sont accompagnées les différentes initiatives dans le domaine de la création. Aujourd'hui, le jeu vidéo, je vous le rappelle, est la première industrie du divertissement devant le cinéma. Donc Jean-Louis Delmotte, vous êtes directeur de BIOC, oui. jeune directeur de BIOC, hein, puisque je crois que vous êtes sorti de l'école en 2009, c'est ça ? En juin 2008. En juin 2008, voilà, et vous avez créé votre société à l'âge de 22 ans, aux côtés de Manéa Castet et Adrien Narcisi, qui sont vos deux complices. Et donc vous allez raconter cette aventure entrepreneuriale qui s'est faite sous la tutelle de l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie, et raconter peut-être ce qui vous a amené à vous intéresser au support mobile. Merci. Avant peut-être de passer à la présentation, je crois que Laure veut présenter l'un des projets. Oui, non, éventuellement je peux vous montrer quelques trailers, mais quelques trailers de prototypes de jeux qui ont été réalisés à Supinfo-Games. Si je vais en lancer un peut-être. Oui, voilà. Je vais en lancer un. Donc, en fait, je vous montre là des trailers qui ont été réalisés par des étudiants de dernière année et évalués par un jury de professionnels.
Voilà, je vous remercie. Donc, je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir l'ensemble des réalisations, je crois que sur le site de Supinfocom de Supinfo Game, pardon. Très bien. Alors, ok. J'arrive pas à le passer en plein écran, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc avant de parler un petit peu du projet Buke, je voudrais juste revenir sur un thème qu'on a déjà un peu abordé, qui est la lecture d'aujourd'hui, qui va en fait dérouler un petit peu dans quel contexte et dans quelle logique on a créé cette entreprise. Petit suspense, impeccable. Alors, lire aujourd'hui, quand on y pense, on a souvent encore, bien sûr, cette image du livre traditionnel papier, mais on sait bien, on en a parlé, que la lecture aujourd'hui a pris complètement une autre dimension. Donc aujourd'hui, on va lire sur Google, on va lire sur Wikipédia, on va lire sur Facebook, sur Twitter, sur MySpace également, on va lire des blogs. Aujourd'hui, on lit également des magazines online, on lit sur des forums, on s'abonne à des flux RSS, on va lire des SMS, on va lire des newsletters, on va lire dans des bibliothèques, on va également lire chez soi, tranquillement, dans son lit. Aujourd'hui, on lit même dehors, on lit dans le train, on lit aux toilettes aussi. Les usages évoluent, on lit toujours dans le métro, on lit en marchant, on lit sur Internet, donc, sur son téléviseur, sur des smartphones, on en a parlé, sur des readers, on lit également sur des tablettes. On lit toujours des romans, mais on lit aussi des poésies, des recettes de cuisine, on lit même des manuels type Ikea. On lit tout seul, on lit parfois à deux, on lit parfois à trois, on lit parfois à tout plein. Et grâce à Google, Facebook, Twitter, on peut aujourd'hui commenter les œuvres qu'on va lire, on peut les noter, on peut en corriger les erreurs, on peut surtout écrire à plusieurs, et grâce à toutes ces technologies, on peut aujourd'hui partager à travers le monde l'ensemble des histoires. Beaucoup plus facilement en tout cas qu'auparavant. Lire aujourd'hui, c'est donc quelque chose, on est tous d'accord, qui a beaucoup évolué. Et c'est sur ce constat-là en fait, qu'on a réfléchi au concept Buke. Donc la société Buke a été fondée en 2009, mais c'est un projet qui date de l'époque Supinfogame, qui date de 2006. Nos ambitions principales sont d'utiliser le numérique pour, oui, raconter des histoires, mais aller au-delà du simple texte noir sur blanc. L'idée, c'est de créer de nouvelles expériences de lecture, donc de vraiment profiter de toutes les possibilités du multimédia et réfléchir à une nouvelle manière de raconter les histoires, bien au-delà donc d'un simple texte sur écran. Alors, notre parcours pour en arriver à ce projet d'entreprise, ça a été donc de commencer à Supinfogame. Le projet est né en 2006 à Supinfogame. C'était en dernière année d'études. On a donc développé un prototype qui mariait le livre et le jeu vidéo. À l'époque, on était sur Nintendo DS, qui était une excellente plateforme pour expérimenter justement et innover de nouvelles formes de lecture et d'interaction. Mais à la sortie de Supinfogame, il nous manquait une compétence essentielle qui était les notions de création d'entreprise. Et on s'est tourné vers différents incubateurs. Et on était notamment chez Advantia, qui est un incubateur situé à Paris, où pendant 6 mois, on a appris différentes notions de la création d'entreprise, du management, l'aspect commercial, etc. Et qui sont vraiment des notions complémentaires de l'aspect technique très poussée qu'on pouvait avoir à Supinfogame, donc aussi bien gestion de projet que toutes les dimensions artistiques. Donc on était à cette époque. Alors un incubateur d'entreprise, c'est un organisme qui forme et qui accompagne les entreprises avant généralement leur création et qui aide à poser en fait le projet. L'aboutissement d'un incubateur, généralement, c'est une partie formation, une étude de marché assez poussée et un plan d'affaires qui va donc définir quelle va être la stratégie au moment du lancement de l'entreprise. Donc on était 3 à ce moment-là. On s'est également entouré de 5 parrains expérimentés, donc de l'industrie du jeu vidéo, comme Nicolas Gomme ou Philippe Ulrich, un enseignant qui est toujours présent à Supinfogame qui s'appelle David Téné, qui est également fondateur du guide du jeu vidéo. Bernard Werber, avec qui on a eu la chance de travailler quand on était à Supinfogame et qui continue à nous apporter sa vision d'auteur en fait sur la partie plus littéraire du projet. Et Antoine, le chanteur bien connu, qu'on connaît également, qui nous apporte sa vision d'entrepreneur indépendant dans notre projet. Suite à Advantia, on a fondé la société Buke donc en 2009, et très rapidement, on a dû s'entourer de compétences
diverses, notamment des ingénieurs en informatique, des artistes, des écrivains, pour pouvoir monter notre projet. Et on a également été soutenu par différents organismes qui nous ont apporté à la fois les financements et les conseils nécessaires au lancement de l'activité. Je pense notamment à la Chambre de commerce de Valenciennes et au CRAV, donc ici en région, ainsi qu'au réseau Entreprendre, au réseau Initiative et à la plateforme Ginov en Nord-Pas-de-Calais qui nous ont vraiment poussé, qui nous ont permis de faire émerger notre projet. Et aujourd'hui, on est en 2011, on est 13 dans la société et on a eu la fierté et la chance hier de lancer notre premier produit, notre premier Biook, donc également disponible sur iPhone. Je reviendrai un petit peu après pour expliquer quel est ce projet. Alors, notre ambition chez Biook, c'est de proposer de nouvelles expériences de lecture. Et ces expériences se déclinent dans 3 dimensions qui vont représenter 3 gammes de projets qui vont arriver petit à petit. Et la première dimension qu'on a voulu explorer, c'est l'aspect sensoriel. Donc toutes ces dimensions utilisent bien sûr les techniques du jeu vidéo auxquelles on a été formé. Pour la dimension sensorielle, on s'est concentré sur une lecture linéaire, en quelque sorte non interactive, mais où on allait apporter des émotions par l'ajout d'images, par l'ajout de musique, par une véritable mise en scène en fait qui était construite autour du texte. Donc le projet que je vous présenterai, ce sera en fait un texte une histoire de Sherlock Holmes. On a complètement décomposé l'histoire. On l'a interprété et on a proposé donc notre propre illustration sonore et graphique pour cette histoire. Et l'idée, c'est de proposer une mise en scène, mais de conserver malgré tout une place pour l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à tout montrer, on cherche toujours à donner des clés différentes, peut-être plus faciles pour rentrer dans l'histoire, mais donner des clés à l'interprétation, des clés à l'imaginaire, et de préserver quand même la force du texte qui est de suggérer des choses. La deuxième dimension chez Biook, c'est de renouer un petit peu avec nos racines et d'apporter cet aspect ludique, c'est-à-dire d'ajouter des jeux dans l'histoire. C'est des choses qu'on n'a pas encore sorties, mais qui sont en tout cas en développement chez nous. C'est de permettre à certains moments de l'histoire, non pas simplement de les lire, mais d'aller plus loin, de vraiment les vivre, d'être l'acteur de l'histoire et d'être le responsable en fait du déroulement de l'histoire, avec les possibilités d'en assumer ou non les conséquences. Et enfin, la dernière dimension, c'est la dimension personnelle. Ce qu'on veut apporter par cette dimension personnelle, c'est d'impliquer le lecteur dans son histoire davantage. C'est-à-dire qu'il n'est plus simplement spectateur ou acteur de choix qu'on lui impose, mais il peut choisir lui-même les challenges, les énigmes qu'il va résoudre, les orientations dans l'histoire. Il peut proposer sa propre vision aussi de l'histoire, proposer des alternatives. C'est valable aussi bien pour le lecteur que pour l'auteur. C'est notamment le travail qu'on avait initié avec Bernard Werber, qui était de lui permettre à lui, auteur, de proposer des alternatives à son histoire, de proposer différents moyens d'être plus complice avec ses lecteurs, de les récompenser ceux qui vont lire certains passages, qui vont répondre certaines choses, qui vont peut-être avoir lu les histoires d'avant, et donc proposer comme ça tout un tas d'expérimentations pour rendre la lecture plus personnelle, à la fois pour l'auteur donc, et pour le lecteur. Alors je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce du Biook. Donc là, dans cette bande-annonce, on voit beaucoup d'images, mais il faut savoir que dans le Biook, même si chaque page a un petit côté illustré, on a vraiment travaillé aussi sur des illustrations plus discrètes, qui vont être plus de l'ordre de l'ambiance, donc avoir des éléments qui s'animent, mais très discrètement sur les pages. On n'est pas que dans l'illustration, on a voulu vraiment garder de la place pour l'imaginaire. Donc voilà un petit peu le tour de nos projets. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous cherchez plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur notre site, sur le Facebook ou sur le Twitter de Biook. Voilà. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions rapides? On a pris un petit peu de retard. Voilà, il est sorti hier, donc il est disponible. Donc, est-ce sur qu'il l'Apple est sorti Store. sur l'Apple Store? Voilà. Il est sorti en France et en Angleterre, enfin sur tous les marchés français et anglais en fait sur l'Apple Store hier. Et on a les premiers retours qui sont très positifs. Ça coûtait 1,59 €. Voilà. Donc pour l'instant, il y a un titre, c'est ce Sherlock Holmes. C'est le premier épisode qui est sorti et le deuxième épisode sort dans un mois. Une question qui m'intéresse, est-ce que vous êtes les seuls acteurs sur le marché aujourd'hui ou pas? Alors à faire vraiment cette approche mise en scène artistique comme on l'a fait, oui on est les seuls. Maintenant on voit qu'il y a des expériences qui vont aussi dans le sens de l'illustration, de choses comme ça. Mais on reste parmi en tout cas les premiers. Il y a une expérience qui s'appelle Dracula, qui est uniquement sur iPad. Donc ils ont repris en fait le texte de Dracula, c'est fait par Padworks Digital, et ils ont apporté aussi une dimension sonore et graphique. Mais en quelque sorte la différence avec notre projet, ce serait de ne pas avoir cette sensibilité forcément de mise en scène, c'est-à-dire de créer vraiment un produit cohérent. C'est plus des illustrations à droite à gauche. Nous on a vraiment cherché à avoir un produit où l'illustration et le son ne cassent pas le rythme de la lecture, mais vraiment l'accompagnent dans un ensemble artistique cohérent. Donc aujourd'hui, on est les seuls à faire ça de cette manière-là, en tout cas. Ah, une question. Non, si je puis me permettre, en Belgique, il y a une société concurrente qui s'appelle La Souris qui raconte, qui est pour les livres pour enfants, sur la même démarche. Ils ont sorti des choses aussi sur iPhone. iPhone, iPad. D'accord. C'est plutôt bon signe. C'est vrai que c'est un marché qui est très jeune. Et c'est intéressant de voir d'autres expériences comme ça. Bon, nous on a aussi posé un peu la question comment on consulte un livre et si on pense un peu au modèle qu'on a matériellement comme ça existe, on tourne des pages et ça c'est quelque chose par exemple qui était pour nous vraiment un point, on a dit bon, ça pour nous, c'est plus approprié pour notre projet. Après, chaque projet a peut-être d'autres raisons de garder ça. Mais il y a une chose que je trouve intéressante. On parle toujours, maintenant, je détache ça vraiment un peu plus général, nouvelles technologies, innovation, et ça va toujours un peu ensemble. Et au même moment, on oublie que Bruno Munardi, par exemple, il a fait des livres sensuels, il y a bien 20, 30, 40 ans avant nous, qui sont une sensation qui est absolument, jusqu'à aujourd'hui, je pense pas encore reproduit parce qu'on a aussi la matérialité qui fait partie et ça c'est une chose que on peut pour l'instant pas encore de la même manière ou on n'a pas encore trouvé d'autres manières ou c'est peut-être encore à découvrir d'autres manières de trouver ces sensations là et c'est là où je pose un peu la question moi ça m'intéresse par exemple pourquoi vous avez gardé les pages qui se tournent et pourquoi vous n'avez pas réfléchi ou quelle est la raison de procéder comme ça? On s'est posé la question justement, est-ce qu'il fallait dans un projet innovant changer également les habitudes finalement de lecture et on a réfléchi donc est-ce qu'on devait slider tout simplement les pages, même pas forcément vers la droite, on pouvait imaginer d'autres systèmes comme vous l'avez fait et puis finalement on a choisi une approche, là on est encore dans l'expérimentation, pour nous c'est un premier projet, on sort, on expérimente, on teste des choses, on a encore beaucoup d'idées derrière. Et on a voulu pour ce test-là, en tout cas pour ce premier projet, garder une référence ergonomique qui est assez classique et qui est utilisée sur énormément de readers, qui est de tourner les pages. Donc on retrouve ça sur iBooks d'Apple par exemple. Pour nous c'est quasiment un standard qui existe aujourd'hui. Pour le très grand public non technophile, c'est simple. Donc on a choisi cette approche-là.